Il est de retour. Il est de retour. Les mangas, c'est une violence incroyable. Et bonsoir les gens! On en était donc au fait que Morikawa et Hippo étaient maintenant devenus pros. Alors, devenir mangaka et faire quelques tomes, tu vas me dire... Mais pour Morikawa, quelques tomes c'est qu'un début. Parce que, pour rappel, le rêve d'Hippo c'est quoi? Devenir pro? Non. Devenir champion du Japon? Non, 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 non. Devenir champion du monde? Oh, non. Battre Miyata? Non, 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 non. Son vrai but, c'est de savoir ce que ça fait que d'être fort. Alors pourquoi cette obsession pour la force? Eh bien certainement à cause de son contexte familial. Dans la première partie, on a rapidement vu qu'être élevé par une mère veuve était la cause de son isolement et de son introversion. Bah oui, quand vous êtes obligé de travailler tous les soirs au magasin sans jamais pouvoir sortir, difficile de devenir l'homme le plus cool du monde. Bonjour. Yo. surtout que le titre est déjà pris. Mais ne vous me méprenez pas, je ne dis pas que c'est à cause de sa mère si Hippo était... On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Ah oui, on ne peut pas reprocher à Hiroko Makanouchi, la mère d'Hippo, que son fils ne se défende pas quand il se fait agresser. D'ailleurs, d'après moi, on ne peut pas reprocher grand chose à Hiroko. J'irais même jusqu'à dire qu'Hiroko est irréprochable. Allez, on peut aller jusqu'à même l'élire comme meilleur personnage de mère de manga du monde, voire même meilleur perso féminin de manga, qui sait. C'est l'exploit de ces championnats du monde. Mais revenons à nos moutons, pourquoi le contexte familial fait qu'Hippo est obsédé par la force. Oh, le bibi. D'ailleurs, Hippo ne se pose pas vraiment la question sur la force en tant que telle. Sa vraie interrogation, c'est sur sa maturité, sa possibilité à devenir quelqu'un de responsable, quelqu'un de mature et avec de l'assurance. L'idée, en fait, c'est simplement de savoir ce que ça fait que d'être un homme, de devenir adulte. Et pourquoi il ne sait pas ce que ça fait et qu'il a du mal à se projeter? Eh bien, simplement parce qu'il a perdu son père jeune. Habituellement, un héros de shonen classique, on le rend orphelin par facilité. Bah oui, les parents, pour écrire une histoire, c'est plein de contraintes. Ils veulent qu'on aille à l'école, qu'on devienne des gens respectables, et comble de tout, ils veulent même pas qu'on se batte jusqu'à la mort. Franchement, C'est honteux. c'est pour ça que dans Slam Dunk, Kuroko, Aikyu ou dans la plupart des mangas de sport, on ne fait pas apparaître les parents. Et quand dans certains rares cas ils sont présents, on s'arrange pour les faire sortir. Comme dans Olive et Tom par exemple, où le père d'Olivier est toujours en mer. D'ailleurs, en parlant d'Olivier, je sais pas si vous avez remarqué, Attends, on dirait un mauvais podcast là ce qui se passe. mais il y a une forte similitude entre Olivier et Hippo. Non pas par rapport à leur caractère, mais par rapport à leur situation familiale. Une situation qui implique que les deux héros sont à la recherche d'un père de substitution. Même si les deux n'ont pas vraiment les mêmes exigences. T'en as un qui trouve son substitut dans un vieux sage passionné de sport qui va être un véritable guide sportif, mais aussi un guide de vie. Alors que l'autre choisit un Brésilien alcoolique qui semble plus intéressé par sa mère que par son élève. Bref, la situation d'Hippo, c'est un jeune garçon ayant perdu son père jeune. Il l'a donc assez connu pour savoir qu'il était un homme fort et responsable, mais pas assez pour savoir pourquoi, et va donc s'efforcer de ressembler à cette image idéalisée qu'il s'est faite de lui. Une chose qui sera explicitée dans le premier combat de la saison 3, combat symbolisant que Hippo est bien le fils de son père, puisqu'il l'oppose à un pêcheur du nom de Shimabukuro Iwao. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de lui, j'ai envie de vous dire, monsieur Morikawa, ça, c'est un poids plume, ça, c'est un poids plume, ça, c'est un twomp dans Mario. Voilà. Et tant qu'on en est là, parlons-en des exagérations dans Hippo, parce que le style de Morikawa a beaucoup évolué sur ce point. Au départ, il essayait d'être le plus réaliste possible, remettant en contexte historique chaque coup, tout en essayant de faire ressentir leur puissance et leur impact par des dessins multipliant les effets et les sorties de cadre. Mais malheureusement, ça engendre plusieurs problèmes. Déjà, on peut pas faire ça à l'infini, parce que dans la boxe, il n'y a pas 50 000 coups. Ensuite, et surtout, tout rattaché au monde réel, ça devient très vite compliqué niveau cohérence d'univers. En effet, si Genji connaît Jack Dempsey ou encore Mike Tyson, ça veut dire qu'on est dans un monde réel, on est d'accord. En plus, étant donné qu'on est en 89-90, ça veut dire que Tyson est champion du monde poids lourd à leur époque. Et si vous vous dites qu'on s'en fout, eh ben, pas tant que ça en fait. Parce
Parce que pour rappel, à la base, Takamura veut devenir champion dans 6 catégories différentes, en commençant par les mi-moyens, ce qui veut dire, à terme, qu'il veut être champion du monde poids lourd. Donc pour éviter ce genre de soucis qui pourraient arriver, et aussi pour rendre plus dynamique et spectaculaire certaines scènes, Morikawa va donc réduire les références pour se concentrer sur les bases, qu'il va sublimer en s'attachant à avoir un trait de mouvement le plus réaliste et détaillé possible dans la manière d'asséner les coups. Mais à l'inverse, il va exagérer à l'excès les répercussions de ses coups, en faisant des boxeurs adverses des sortes de marionnettes désarticulées à chaque fois qu'ils se prennent une attaque spéciale. D'ailleurs, cette évolution graphique qui a permis de rendre les combats plus spectaculaires au fil des tomes n'est pas la seule évolution qu'a entrepris Morikawa. Il y en a une autre qui lui a pris près de 40 ans, c'est les coupes de cheveux. Ah, Morikawa et les cheveux, une obsession qui dure et qui dure. T'inquiète pas, les cheveux c'est ma passion. Dans la première partie, j'ai volontairement gardé sous silence une petite anecdote. Cette histoire se base quand Morikawa a 15 ans et que c'est la première fois qu'il montre ses essais à un éditeur. Ce que je vous avais dit, c'est que dans un premier temps, il avait montré ses essais à un éditeur et que ça s'était bien passé et qu'il avait eu un prix. Ce que je vous ai pas dit, c'est la manière dont ça a été fait. C'est-à-dire que pendant la lecture du manuscrit, l'éditeur n'arrêtait pas de rire en lisant les planches de Morikawa. Alors que Morikawa, vexé, avait lui fait un shoujo et ne trouvait pas ça marrant. Il a alors dit à l'éditeur que ce n'était pas un gag manga et que c'était sérieux. Ce à quoi l'éditeur s'est arrêté de rire, l'a regardé et lui a répondu que c'était difficile à croire avec de telles coupes de cheveux. Non, ça a l'air idiot dit comme ça, mais c'est en réalité quelque chose qui a vraiment touché Morikawa à l'époque où il était jeune. Déjà parce qu'il la raconte encore aujourd'hui, mais surtout ça se voit dans son trait. Il y a vraiment un soin apporté au carré design capillaire de ses personnages. Il y a même tellement de soin apportés à ses coiffures que je me demande même si Morikawa n'aurait pas pu être un excellent coiffeur pour footballeur par exemple. Et Dieu sait qu'il y en a pas mal qui en ont besoin. Non mais sérieusement, regardez-moi ça. Les coupes de cheveux sont tellement bien faites que je peux même vous faire un tableau des personnalités, caractères et styles de combat par rapport à chaque coupe de cheveux. Oh là là, ça devrait être dans tous les manuels d'école de coiffure tellement c'est bien fait tout ça. Alors si ça vous paraît anodin tout ça, c'est que vous ne vous rappelez pas ou vous n'avez pas vu le combat de Takamura versus Hawk. Si c'est le cas d'ailleurs, quittez la vidéo et allez le voir tout de suite. Alors pour rappel, Takamura c'est un voyou. Un voyou qui s'est toujours battu pour lui, pour la gloire et surtout pour essayer de prouver à sa famille que malgré tout ce qu'il a fait, ce n'est pas un raté. Oui, je peux lire tout ça dans ce petit chignon. Et pendant ce combat, le paradigme change. Takamura ne veut pas simplement gagner pour lui, ni même pour sa gloire personnelle ou pour montrer à sa famille ce qu'il est, mais pour Genji. Cet homme qui a toujours cru en lui et qui est, tout comme Hippo, devenu un père spirituel et de substitution pour Takamura. Ce qui entre en jeu dans ce combat, c'est l'honneur de Genji. Takamura ne se bat plus avec ses armes de voyou, mais avec son courage, son honneur et sa détermination. La même que celle qui a porté Hippo, et tout ça est symbolisé par ce changement de coupe de cheveux qui se fait petit à petit pendant le combat. Takamura passe du voyou au samouraï, fier et honorable. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que c'est bien beau d'étaler toutes les évolutions stylistiques de Morikawa, mais qu'est-ce que ça nous montre ? Eh bien, simplement que Morikawa, au fil du temps, et à partir de ses influences, a réussi à dégager un vrai style propre et s'est créé une vraie identité visuelle cohérente dans un univers bien à lui. Même si tout cela ne répond pas à ce qu'on essaie de savoir depuis le début. Vous vous rappelez de la question de départ, hein ? Vous savez ce qu'on essaye de savoir depuis le début, n'est-ce pas ? La plupart des mangaka ont pour habitude de s'exprimer au travers de petits textes sur les jaquettes. On se rend très vite compte à la lecture de Hajime no Ippo que le manga n'en a en réalité pas réellement besoin. Pourquoi ? Voilà, exactement. Si Morikawa n'a pas besoin d'écrire d'encart, c'est pour une simple et bonne raison qu'on va dire ici, il est Hippo. La preuve numéro 1, c'est que déjà on les a jamais vus ensemble dans une même pièce. Et surtout, comme j'ai essayé de l'expliquer longtemps à travers ces deux vidéos, les deux ont un parcours plus que similaire. Touchés par la découverte d'un univers grâce à la démonstration d'un maître en la matière, entrant dans cet univers en recopiant et en suivant les directives de leurs maîtres respectifs, puis en créant petit à petit leur propre style qui leur appartient,
Bien sûr, la comparaison ne s'arrête pas là, il y a énormément de choses à dire sur le doute et les épreuves que traversent Hippo et Morikawa, surtout dans les dernières saisons. Mais je vais éviter tout spoil et m'arrêter là, surtout que ça mériterait une autre vidéo entière sur le sujet. Donc, pour l'instant, ce qu'il vous faut simplement retenir, c'est surtout pour tous ceux qui n'auraient pas encore lu ou ceux qui sont en train de lire les derniers chapitres d'Hippo, c'est cette relation qui lie Hippo et Morikawa, une relation qui a toute son importance, surtout pour les saisons à sortir. Voilà, maintenant vous savez, si Morikawa n'a pas besoin de petit encart pour s'exprimer, c'est simplement car Hajime no Ippo raconte autant le voyage initiatique d'un héros qui découvre la boxe que celui d'un auteur qui à travers son œuvre nous fait part de ses doutes, ses erreurs, de ses craintes, mais aussi de ses aspirations, de ses espoirs et surtout de son expérience de vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, etc. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo plus détaillée sur le parallèle entre Hippo et Morikawa. Ah, et avant que j'oublie, Hippo, ça se lit aussi bien que ça se regarde en animé. Donc, pour une fois qu'on a une bonne adaptation de manga de sport en animé, n'hésitez surtout pas à aller le voir ou à le lire. Moi, je vous quitte et vous souhaite une bonne lecture ou un bon visionnage. Allez, salut!